Parmi tous les genres existants dans le jeu vidéo, il en est un qui a explosé au Japon à la fin des années 90 et dont le succès perdure. Les jeux de musique, ou rhythm games, assez peu connus en Occident, ont complètement envahi les salles d'arcade au détriment des bornes plus classiques. Avec la montée de ce phénomène unique, le jeu vidéo offre aujourd'hui un plaisir supplémentaire, celui de jouer avec les sons. Se distraire en musique avec une machine, ça fait longtemps que ça existe au Japon. Le karaoké, toujours omniprésent dans la vie nocturne japonaise, est une des distractions les plus populaires. Se retrouver entre amis dans un karaoké box pour quelques heures est synonyme de détente et souvent de soirées bien arrosées. Tout comme les bars et les restaurants, il existe des karaokés pour tous les âges et pour tous les goûts. À côté de ça, on a vu se développer le rhythm game à vitesse grand V. Conviviaux, ils apportent le côté défoulant et relaxant du karaoké, mais avec un gameplay des plus exigeants. Ce genre de jeu réveille le sens de la compétition ou peut aussi offrir un aspect coopératif, mais il demande beaucoup plus d'efforts de coordination que le karaoké. Pour tous les Japonais, l'histoire du rhythm game commence en décembre 97 avec le jeu Beatmania en arcade. Faute de mieux, Konami définissait leur ovni comme un DJ Simulation Game. En fait, ça ressemble à un piano simplifié. Il s'agit pour le joueur de coordonner des pressions sur son petit clavier avec les notes qui tombent du haut de l'écran afin de jouer une musique. Chaque note doit être jouée pile au moment où le petit trait passe sur la ligne rouge en bas. Il en va de même pour la platine à scratcher. Yo. That's it. Yo. That's it. Mais quel est donc l'intérêt de ce jeu? À première vue, c'est ultra répétitif et l'interactivité est plus que limitée. En pratique, le plaisir vient de la recherche de l'exécution parfaite. Les morceaux peuvent devenir très complexes et réussir une chanson difficile sans fausse note et parfaitement en rythme suscitera l'admiration des spectateurs. Quand on joue à Beatmania, bien sûr, on entend la musique et on garde le rythme. Mais fondamentalement, c'est l'écran qui indique les commandes à rentrer. Même si on coupe le son, il est possible de jouer. Ça n'a aucun sens, mais c'est possible. Pour le joueur, ce détail est sans importance. Avoir la sensation de faire de la musique sans en faire, voilà la puissance de ce titre de Konami. Le jeu remporte un succès étourdissant. 12 suites voient le jour et le jeu est adapté en console de salon. On trouve même plusieurs versions sorties sur Game Boy. Malgré la qualité du son très limitée de la machine, le plaisir de jeu reste intact. En voyant ça, on pourrait même se demander pourquoi le rhythm game n'est pas né à l'époque des 8 bits. Mais ce que tous les joueurs ont oublié, c'est qu'en juin 96, soit plus d'un an avant Beatmania, était sorti Parapaz the Rapper. C'est en fait le vrai créateur du genre, avec un concept novateur à l'époque, reproduire un rythme avec les boutons de la manette pour faire rapper le petit personnage. Grâce au succès de Parapaz, son créateur, Masaya Matsuura, a pu fonder son propre petit studio Nana Onsha. Ici règne une ambiance relaxe, la déco intérieure correspond au goût du directeur, color et design et original. Nana Onsha est également rattaché à Sony Computer Entertainment, ce qui permet à Matsuura de développer confortablement des projets plus artistiques que commerciaux. Dernièrement, ce vrai touche-à-tout a composé les musiques de Laibo, le chien robot de Sony, qui sait même prendre des photos. Les créateurs de jeux ont vraiment commencé à s'intéresser au son à partir de l'époque de la PlayStation. Seulement le son dans le jeu vidéo est un élément capital depuis le tout début. C'est juste que les créateurs s'en sont rendus compte un peu tard. Matsuura sait de quoi il parle. Il a derrière lui une grande carrière de musicien, notamment au sein du groupe pop-rock Size, qui, pour mémoire, a signé un des génériques de City Hunter. J'ai toujours eu un pied dans le virtuel. Quand j'ai commencé ma carrière musicale, les synthétiseurs existaient déjà. C'était aussi l'époque de MTV, des vidéoclips. On voyait s'associer sur notre télé le son et l'image de manière très étroite. J'ai commencé à réfléchir là-dessus.
J'ai voulu tenter quelques expériences. Je pensais qu'on pouvait peut-être trouver un moyen d'expression. Avec de la musique, avec des images générées par ordinateur et avec un programme interactif. Je voulais faire quelque chose de cohérent. Pouvoir obtenir une nouvelle forme de représentation et d'interactivité. C'est avec cette idée que j'ai développé les bases du concept de Parappa the Rapper. Pendant toute la durée du développement, et même après la sortie du jeu, les gens autour de moi m'ont souvent posé cette question. Est-ce que c'est vraiment un jeu, ça? C'est ce qu'on me disait sans arrêt. Mais le succès est au rendez-vous et dépasse de loin les espérances de Sony. Parappa devient une des mascottes officielles pour la PlayStation et le jeu dépasse la barre du million d'exemplaires vendus. Il donne naissance à une foule de produits dérivés qui vont de la peluche au porte-clés en passant par le réveil ou le toaster. Ce succès est également dû aux designs originaux de Rodney Allen Greenblatt, un Américain dont le style est très apprécié au Japon. Parappa the Rapper est un jeu au chemin tout tracé. Le parcours est défini dès le départ, mais le plaisir vient de l'indulgence du jeu. Si on rate une note, c'est pas grave, on réussira la suivante. Cet aspect a contribué au pouvoir de séduction de Parappa auprès des joueurs occasionnels. La suite viendra 3 ans plus tard avec Jammer l'ami. Le concept ne bouge pas, mais à la place du rap, on fait ici de la guitare électrique. Le succès n'égalera pas celui de son grand frère, mais l'ami dépassera tout de même le demi-million d'exemplaires vendus. Mon plus grand bonheur avec Parappa, c'est d'avoir défini certaines bases, encore en vigueur dans le rhythm game. Ce jeu a pris part à la naissance d'un nouveau genre. Mais pendant ce temps, une vraie révolution se prépare dans les salles d'arcade. Une révolution dont le nom tient en 3 lettres, DDR. Ce titre de Konami demande aux joueurs d'utiliser ses pieds. Des flèches montent vers le haut de l'écran et il s'agit de valider leur passage d'un pas sur la partie correspondante du tapis de jeu. Avec des musiques rigolotes et entraînantes, servies par un concept novateur, c'est le succès total. DDR est un méga hit, des suites débarquent et le jeu est carrément adapté sur les consoles de salon, vendu avec un tapis pliable en guise de contrôleur. Le bouche à oreille bat son plein et c'est l'escalade, le phénomène de société. Les joueurs les plus fous font des chorégraphies insensées, faisant par leurs exploits une publicité très efficace au jeu. Bientôt plus personne ne peut ignorer le phénomène et DDR commence à s'exporter à l'étranger. En France, il fut mis en vente sous le nom de Dancing Stage. Ici aussi on compte une version Game Boy Color, mais là l'intérêt est un peu moins évident qu'avec Beatmania. Notez au passage ce superbe accessoire qui ne remplace malheureusement pas un vrai tapis. On a vu des gens faire des mouvements complètement inconcevables. En plus, les bons joueurs sont vite devenus très nombreux. Certains ont beaucoup minci avec ce jeu. En fait, on peut remercier DDR pour nous avoir prouvé que les otaku savaient aussi bien bouger.